Bonsoir à tous, bienvenue cette semaine dans Lumière Intérieure. J'ai le plaisir de recevoir un chanteur indocile et heureux. Je ne sais pas si c'est comme ça que lui se voit, mais en tout cas c'est le titre de son 9e et dernier album, sorti en janvier dernier. Benabar est notre invité ce soir. Bonsoir Benabar. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous sortez un 9e album qui s'appelle exactement Indocile heureux. Pas indocile et heureux. Pourquoi ce titre précisément? Vous qui soignez toujours vos titres d'album. Il y avait la formule, bien sûr, indocile heureux, imbécile heureux, qui m'amusait. Parce que c'est bien aussi d'avoir un peu de recul et un peu de légèreté sur un titre d'album. Et puis plus profondément, ça exprimait aussi quelque chose que je crois avoir toujours été, l'être de plus en plus. Cette volonté d'indocilité qui n'est pas la rébellion d'ailleurs, qui est souvent factice d'ailleurs dans notre métier où il y a beaucoup de Che Guevara de salon, hein, il y en a beaucoup quand même. Et l'indocilité, c'est quelque chose de constructif. Il y a quelque chose de lumineux dans l'indocilité. Je trouve, c'est pas être contre les choses ou en réaction. C'est un peu imposer son libre arbitre et puis son indépendance d'esprit, essayer en tout cas. Et avec cette dimension de bonheur que je suis pas toujours le plus heureux des hommes, mais avoir cette volonté-là de vivre bien, d'être heureux, ouais, mais sans se laisser faire et résister un peu au discours un peu préfabriqué qu'on voudrait nous imposer. Ouais, ça c'est un peu votre patte, ça. Éviter les discours imposés. Vous avez toujours travaillé là-dessus, en tout cas c'est comme ça qu'on vous connaît. Vous dites les indociles heureux, c'est ceux qui savent se taire aussi parfois. C'est pas évident de se taire, c'est pas surtout évident, en ce moment. Exactement, je trouve comme tout le monde qu'il y a beaucoup de gens qui parlent quand même. Sans savoir. Et qui à tort et à travers, et qu'on leur donne trop facilement un micro, même si je fais partie de ceux qui pensent que tout le monde doit au contraire s'exprimer. Mais s'exprimer, ça veut pas dire parler à tort et à travers, ça veut dire avoir quelque chose à dire. Et notamment quand on a la chance d'avoir un micro, de donner des interviews, de pouvoir chanter sur scène, exprimer ses états d'âme, je pense que ça rajoute une responsabilité importante. Il faut pas dire n'importe quoi, il faut pas blesser les gens, et puis il ne faut pas monopoliser la parole, ce que font beaucoup de gens qui ont la chance d'avoir un micro. Cette nouvelle race d'êtres humains étonnante, les chroniqueurs, ceux qui sont sur les plateaux, là, il y en a 5-6 à chaque fois, oui. Et dont le boulot est de parler, qui disent pas forcément des bêtises d'ailleurs, mais c'est très curieux ce principe où le travail est de pérorer, quoi. Ouais. Et ça c'est assez étonnant, et je suis pas sûr que ce soit idéal pour la pensée commune, quoi. Même si encore une fois parfois c'est très juste ce qu'ils disent, mais comme c'est dans la parole perd de son impact et de son importance, parce que c'est une espèce de flot continu, quoi. Ouais. Donc je pense que le silence des fois ça peut servir. Le silence peut être intelligent. Dans Le Parisien, vous déclarez être toujours aussi tourmenté et déséquilibré, mais je suis peut-être mieux à 50 ans qu'à 40. Je suis en tout cas différent, moins fragile. C'est vrai, ça? Je crois que c'est en partie vrai. Je le suis toujours. Moi, je suis très... oui, je suis pas du tout un homme équilibré. Je l'ai jamais été. Je le vis assez mieux. C'est quoi être un homme équilibré ou être un homme déséquilibré? Moi, vous savez, j'ai un peu des hauts, des bas tout le temps. Enfin bon, c'est très... ça a toujours été un peu... je suis un peu hyper actif, hyper émotif, hyper sensible, hyper chiant, dirait ma femme par moment. Donc j'ai un peu tout ça, mais j'essaye de le vivre au mieux, et puis surtout de m'améliorer, quoi. C'est plus on se connaît, quand on n'est pas complaisant avec soi-même, on essaye de corriger. Pour corriger quelque chose, encore faut-il l'admettre, quoi. Donc j'essaye de me regarder, y compris avec mes fautes, mes zones d'ombre, enfin d'être lucide avec moi-même. J'essaye. Il y a une forme d'exigence chez vous? Ouais. Oui, on sent dans la façon dont vous-même vous travaillez vos textes. Merci, parce que oui, c'est ce qu'on fait tout le boulot avec ceux qui m'entourent. On est nombreux pour faire un album, et on a tous ce respect réel du public. C'est-à-dire que de la personne qui va écouter, pas le public au sens commercial du terme, au sens de la personne qui va écouter ma chanson. Moi, je veux pas qu'on me dise tu t'es foutu de moi, elle est bâclée. Après, encore une fois, c'est le public qui choisit s'il aime ou il aime pas. Hein, ça me regarde plus, mais il y a cette volonté très artisanale, oui, de le client est roi. Si je fais une chanson, c'est vraiment je suis inspiré, j'ai vraiment envie de raconter ça, j'ai vraiment envie de le raconter comme ça. J'assume la moindre croche qui est sur l'album. Ouais. Et alors, il n'est pas du tout bâclé, hein, votre album, votre 9e album, Indocile heureux. C'est un très, très, très joli
joli album. On retrouve votre patte. Alors, je parlais de patte parce qu'il y a une forme de... Bellabar, pour le public, c'est une forme de tendresse, d'autodérision, d'humour. Vous écrivez avec toujours ce sentiment. Il y a toujours un petit recul. Et je me demande dans quelle mesure cet humour, c'est justement pour ne pas se prendre au sérieux, pour éviter de s'exposer trop. Oui, il y a de ça. Ça permet en effet de prendre un peu de recul, surtout quand on interprète avec des choses très intimes, parce que je parle beaucoup de moi, de ma vie, de ma famille, de mes états d'âme, avec une forme d'impudeur. L'humour ou cette volonté de recul permet aussi d'interpréter les choses sans être trop impudique et pouvoir le faire. Sinon, je pense que je n'oserais pas par timidité, par trouille d'ennuyer les gens, alors que quand on peut avoir cette distance, ça permet d'interpréter peut-être les chansons avec un peu plus de premier degré. Justement, la distance, curieusement, permet d'aller plus proche dans ce qu'on veut dire. Alors, vous brossez de très, très jolis portraits de la société dans laquelle on vit. Il y a plein de titres qui accrochent, il y a plein de titres très jolis. Il y en a, alors j'en ai sélectionné évidemment de façon très partielle quelques-uns. Il y a William et Jack, notamment. Moi, je me suis surprise à sourire de bout en bout en écoutant cette chanson. C'est une forme d'hommage à la classe moyenne. Oui, c'est... Vous partez des Dalton. Exactement. Et vous dérivez sur la classe moyenne. Oui, les deux Dalton du milieu, ça faisait un moment que je tournais autour de cette idée de classe moyenne, parce que moi je viens d'une classe moyenne de banlieue parisienne, et depuis longtemps je voulais célébrer un peu cette classe moyenne qui se sent à juste titre souvent... peut-être pas méprisés, mais en tout cas négligés, ou tous les 5 ans quand ils font voter, là on leur parle beaucoup, et puis après on oublie. Et puis tous ces gens qui sont toujours à la limite des aides, c'est-à-dire qu'ils sont à la limite de ne pas payer d'impôts, à la limite d'avoir telle aide, enfin c'est un peu ils sont ni riches ni pauvres. Voilà, c'est un peu les parents pauvres, ouais. et pas tellement respectés en tant que classe, et puis il n'y a pas cette sensation d'appartenance à une classe moyenne, alors que c'est une des plus grandes catégories sociales françaises. Ouais. Et donc d'en parler aussi avec honneur, quoi, la classe moyenne, bon Beltors, quoi, classe moyenne, classe quand même, je dis dans la chanson, et tous ces gens, oui, comme alors je m'autocite, pardon, mais parce que c'est vraiment ce que je voulais dire, qui sont sur la photo que quand elle est de groupe, ouais. Et il y a cette petite souffrance, et moi qui ai évolué de classe en étant chanteur, je suis maintenant un bourgeois, et un grand bourgeois même, mais j'ai toujours ce sentiment d'un peu d'injustice, et puis ce sont les miens, donc je voulais leur rendre hommage. Et c'est un très très joli hommage. Alors il y a un titre que j'ai trouvé étonnant, parce que pour le coup, il n'y a pas d'humour, il n'y a pas d'autodérision, c'est Et au nom du temps perdu. Il est très beau ce titre. Merci. Et je me suis dit, en vous écoutant, en l'écoutant, que en fait vous ne l'avez pas écrit pour vous. J'imagine. Enfin, oui. J'imagine et je le sais, en fait. Oui. Mais vous avez bien eu raison de le chanter, en fait. C'est une chanson que j'avais faite il y a très longtemps, une vingtaine d'années, je crois, pour Johnny Hallyday, sans trop y croire. C'est mon éditeur de l'époque. Et puis, c'était un exercice pour moi d'auteur de faire une chanson pour Johnny. Ça aurait pu être pour un autre grand chanteur, mais c'était un peu un travail d'auteur de me confronter à cette commande. Et cette chanson très western, très premier degré, avec une espèce de virilité un peu à l'ancienne, moi je me sentais vraiment pas de la chanter. Et puis mon directeur artistique sur cet album, Bertrand Lamblot, c'est lui qui m'a dit, alors on l'a réécrite un peu quand même, on l'a un peu adaptée, et je me suis aperçu en la chantant en fait que j'avais que je me sentais bien de la chanter en fait, mais c'est aussi une question d'âge. Sans doute. Les acteurs disent l'âge du rôle, c'est-à-dire qu'il y a un moment où quand on chante la chanson, et je m'en suis rendu compte tout de suite en la chantant, que toutes mes trouilles, je me disais je vais passer pour un con, je vais chanter à la Johnny Hallyday, ce côté un peu western, vraiment j'incarne pas le John Wayne. Et en fait, avec ma façon de chanter, de l'interpréter, le résultat est encore une fois, mais est convaincant. C'est pour ça que je l'ai mis sur la même. Très, très convaincant. Il y a aussi une très jolie... on va pas toutes les égrener, mais vraiment, il y a une âme de poète. Je ne vais pas répéter les paroles parce qu'elles peuvent être un peu rock'n'roll. La mélodie est très, très belle. Facture très classique, c'est très drôle. Il y a un côté audiard, notamment dans l'utilisation des gros mots. Et moi, la phrase que j'aime beaucoup, c'est ça. Ce n'est pas au vocabulaire qu'on s'aperçoit que quelqu'un est vulgaire ou qu'il ne l'est pas. On connaît des gens très classes, distingués, bien comme il faut, qui disent des trucs dégueulasses sans employer de gros mots. Oui, c'est-à-dire que... C'est un peu vous, ça. C'est vous en train de régler des comptes de façon assez feutrée. Alors maintenant, c'est vrai, avec les dernières récompenses, victoire de la musique, tout ça, ça saute aux yeux en ce moment. Mais c'était plus un système
que je voulais même pas dénoncer, parce qu'on est tous d'accord, en fait, j'enfonce une porte ouverte, mais je trouvais ça, en plus, c'est une chanson plutôt rigolote, et puis ça rend hommage aussi à ce gars-là qui parle très mal, qui fait plein de fautes, qui dit plein de gros mots, mais qui a une vraie noblesse de cœur et d'esprit par rapport à plein de gens, on le voit, et puis encore une fois, ce sont pas forcément les politiques, ça peut être plein de gens qui ont un langage très châtié, qui font aucune faute de syntaxe, et pourtant, ce qu'ils disent est souvent moche, ou qui se conduisent mal. Ou se conduisent mal, et qui parlent comme ça au nom de tout le monde, et alors on le voit évidemment. Moi, je pense à plein de copains ou de copines qui ne le sont plus depuis, mais qui ne l'ont jamais été, pour être franc, mais qui donnent un peu des leçons, évidemment, d'intégrité politique et d'honnêteté globale, et qui en fait que on pense qu'à eux, et puis après, ils vont s'enfermer dans leur appartement de Saint-Germain-des-Prés. Et je trouve qu'il y a une réelle vulgarité profonde dans cette attitude-là, je trouve. L'hypocrisie, c'est le défaut que vous détestez le plus. C'est quoi ce qui vous hérisse aujourd'hui? C'est pas l'hypocrisie, c'est parce que ça m'échappe un petit peu, l'hypocrisie. Moi, je suis assez naïf. Et ça me fait pas tant de mal que ça, en fait. Je suis même assez fasciné par les hypocrites, qui sont des vrais hypocrites, qui ont intégré le fait d'être hypocrites, et qui des fois ont des discours assez désarmants, genre bah oui, j'étais hypocrite parce que c'était le moment, mais maintenant c'est bon. Ça m'étonne assez qui ont retiré complètement l'aspect moral à l'hypocrisie, qui est juste un moment. Alors c'est parce que l'opportunisme, c'est une chose qui est pas forcément dégueulasse. L'opportunisme, c'est saisir l'occasion. C'est la chance, c'est quand même évidemment, si on peut pour le même prix, on peut avoir un grand appartement plutôt qu'un petit, on va choisir le grand. Oui. Et par contre, l'opportunisme, évidemment, quand c'est trahir les siens, etc., c'est autre chose. Et donc voilà, moi, ce qui me déplaît le plus, c'est l'ignorance satisfaite. Moi, je suis pas très cultivé comme tout le monde, mais je me pose au moins des questions. Des gens qui sont contents de pas savoir et de le dire très haut, et qui n'essayent même pas de comprendre ou de savoir. Et surtout, c'est terriblement dangereux, bien sûr. Et c'est un défaut qui est très répandu aujourd'hui. Oui, une espèce les imbéciles prétentieux, c'est effrayant. Ce sont des gens qui pensent qu'ils peuvent piloter l'avion, quoi. C'est vrai, c'est très dangereux. Voilà, et c'est très dangereux. En principe, un imbécile pas prétentieux, dont je fais partie, ne va pas essayer de piloter l'avion. Mais l'imbécile prétentieux va dire, bah si, il n'y a pas de raison, pourquoi je ne pourrais pas piloter. Donc eux, il faut les enfermer. On ne verra jamais Benabar au manche d'un avion. On est content de le savoir. Donc vous n'êtes pas un imbécile heureux, enfin vous n'êtes pas un imbécile prétentieux, mais vous êtes un indocile heureux. On arrive, Benabar, à la fin de la première partie de l'émission. La deuxième partie, je vais vous laisser tout seul. On va vous... Très bien, vous êtes très content. Ah non, c'est pas ça que je voulais dire. Très bien, c'était de l'acquiescement. Pas. Et donc, je vais vous laisser tout seul. On va vous proposer 4 mots qu'on a choisis spécialement pour vous, à charge pour vous de réagir à ces mots. À tout de suite. D'accord, très bien. Tout va bien ? Ouais. Alors, le principe de cette deuxième partie, je vous le disais, c'est que je vais vous proposer différents mots. Et le premier de ces mots, c'est perfection. Perfection, c'est un concept qui ne m'attire pas du tout, la perfection. J'y crois pas, déjà par lucidité, bien sûr. Et puis en plus, c'est pas quelque chose qui me travaille d'essayer d'atteindre la perfection. Moi, ce qui m'anime et conduit toute ma démarche artistique, c'est l'émotion, déclencher l'émotion coûte que coûte, même en utilisant des moyens très malhonnêtes. C'est ça qui me toucher la personne qui voudra bien m'écouter, déclencher des émotions, que ce soit le rire, un peu de nostalgie, de tristesse, enfin, quelle que soit l'émotion. Mais la perfection, c'est quelque chose qui est bien sûr impossible, en plus qui est pas forcément un objectif à avoir, selon moi. Alors, si vous n'êtes pas perfectionniste, est-ce que vous êtes exigeant ? On en parlait tout à l'heure. Oui, exigeant, très exigeant. Et je m'entoure de gens très exigeants, d'ailleurs, qui me laissent rien passer. Je préférerais d'ailleurs parfois qu'ils me ménagent un peu plus. Mais moi, j'ai pas mal de personnes à qui je travaille autour de moi qui peuvent me dire et qui s'en privent pas. Ton couplet, il est pas terrible. Ça, ce passage, c'est ennuyeux. La chanson, elle est pas bien. Et ça permet de monter la barre. Oui, moi, je prends très au sérieux le fait de m'adresser à quelqu'un. C'est pas une formalité d'avoir un micro, de chanter sur scène ou sur un album. Et je veux que ce soit digne d'être écouté, même si encore une fois, c'est le public qui décide si c'est
bien ou pas, mais en tout cas, dans ma démarche, il y a une exigence de tous les instants, y compris sur scène. Pour moi, c'est quelque chose de très sacré de m'adresser à quelqu'un. Est-ce que vous êtes un chanteur qui contrôle de bout en bout la production d'un album ? Non, je ne contrôle pas de bout en bout. J'ai toute une équipe depuis longtemps. Certains musiciens, on joue ensemble depuis 25 ans. Il y en a un, c'est le parrain de mon fils. Il y en a un autre, c'est le père de ma fille. Ça, c'est une blague de scène qu'on a beaucoup faite. Mais il y a plein de gens... Non, au contraire, parce que j'aime bien l'interaction, d'ailleurs. De pas être... j'ai pas ce besoin de diriger. J'aime bien être confronté, avoir plusieurs... c'est pour ça qu'un album, comme un concert, d'ailleurs, c'est toujours très collectif dans mon cas. Et c'est quelque chose que je cultive en laissant des responsabilités à d'autres personnes. L'intelligence collective, vous y croyez ? L'intelligence collective, oui, j'y crois fermement. C'est quelque chose qu'il faut surveiller de près, parce qu'il peut aussi y avoir la bêtise collective, hein, ça c'est déjà vu quand même. Il faut faire attention à chaque détail, ça demande beaucoup d'attention les uns vis-à-vis des autres. Et ça, c'est un peu c'est la définition d'une tournée quand on part pour 150 dates en bus avec des musiciens et techniciens fatigués parfois. Ça demande une certaine intelligence collective et puis être attentif les uns aux autres. Et y compris sur scène, c'est le propre de la musique aussi, c'est vraiment quelque chose qu'on fait ensemble. C'est-à-dire que le batteur a autant d'importance que le guitariste, qui a autant d'importance que le chanteur. Sur scène, en fait, il faut que tout marche ensemble, sinon ça s'effondre. Donc c'est la musique, en fait, réclame cette intelligence collective. D'ailleurs, ça serait presque une définition d'un bon concert. En tournée, vous êtes comme un père, hein, ou en tout cas un pilier. Vous dites que vous êtes attentif aux autres. Vous êtes du genre à vous soucier de tous les gens qui sont dans le bus avec vous ? Oui, en temps normal. Moi, je suis plutôt... oui, j'ai plutôt de l'empathie naturellement. Je fais attention à ce qui se passe autour de moi. Je suis pas trop égoïste. Mais... voilà, je suis aussi orgueilleux, enfin, j'ai beaucoup de défauts, mais je suis pas égoïste, mais je m'entoure aussi de gens qui sont comme ça. Tout le monde fait attention un peu les uns aux autres, ça marche comme ça dans la vie. C'est pour ça que j'ai des copains, des amis très proches, quasiment de maternelle encore, même pas quasiment en vrai, que je vois toujours. Donc moi je crois beaucoup à la fidélité. Dans l'amitié, dans le travail, j'y crois beaucoup. Même dans ce métier, c'est pas compliqué, la fidélité en amitié ? Ça peut l'être, mais en fait, si on le vit naturellement, c'est pas du tout compliqué. C'est un métier où il y a beaucoup de connards, bien sûr, mais il y a beaucoup de gens bien dans ce métier-là qui ont qui ont des vraies valeurs, beaucoup. Contrairement à ce qu'on peut penser de l'extérieur. Alors ça ne veut pas dire moi il m'arrive de mal me comporter, je suis très loin d'être un petit saint, mais j'ai plein de valeurs, des principes avec lesquels je ne déroge pas, et beaucoup de gens sont comme ça dans ce métier-là, y compris des grosses vedettes qui peuvent avoir une image un peu déglinguée, sont des gens très solides, font attention aux autres, et inversement, plein de gens au contraire, et ce sont souvent ceux qui donnent des leçons dans telle ou telle situation, ou qui font des tribunes dans les journaux que personne ne lit, même pas eux d'ailleurs, et qui donnent des leçons à tout le monde. Eux, il faut s'en méfier, mais la plupart des gens qui sont plutôt discrets et qui font partie de mes modèles sont très fiables humainement. C'est quoi vos valeurs, vos principes ? Je crois à la sincérité dans tout ce qu'on fait, à la sincérité, parce que je pense que c'est un bon chemin. On parlait de la perfection, je pense que la sincérité, c'est un bon chemin, ce qui ne veut pas dire que c'est forcément bien, parce qu'on peut faire sincèrement un truc nul. Ça, c'est très possible aussi, mais au moins il y a quelque chose de beau dans la démarche, dans la sincérité, y compris en amour, en amitié. Voilà, je crois beaucoup à la sincérité, ça me travaille vraiment, sans parler d'honnêteté, parce qu'on n'est jamais vraiment honnête. L'indépendance, j'aime beaucoup l'indépendance d'esprit, aussi matérielle, c'est pouvoir faire ce qu'on veut.
Et pouvoir dire ce qu'on veut, penser ce qu'on veut, et cultiver ça coûte que coûte, et ça c'est pas forcément facile. Mais, évidemment dans ce métier-là, mais pas aussi parce qu'il y a l'atavisme, nos éducations, on a tendance un peu à ressortir des valeurs qui sont pas forcément les nôtres, et essayer d'arriver vers l'indépendance d'esprit, je pense que c'est un bon objectif. C'est le travail d'une vie en général. C'est le travail d'une vie, absolument. Ouais. Puis on n'y arrive pas forcément complètement, mais au moins on tend vers ça, quoi. On va passer au deuxième mot, Benabar, qui est ordinaire. Oui, ordinaire et pas du tout un gros mot pour moi. C'est le quotidien, les choses qui se répètent aussi. C'est pas quelque chose qui me gêne. Je trouve qu'il y a un grand on peut être un héros ordinaire, d'ailleurs, on le dit, et souvent ce sont les plus grands héros, quoi, mais qui n'ont pas forcément des médailles ou qui ne sont pas forcément habillés comme des généraux mexicains, mais qui font vraiment le bien autour d'eux ou qui ont des actes réellement héroïques. Et ça, il y en a vraiment. Je pense souvent au garçon qui était jeune, dont je ne connais pas le nom, mais dans le métro, qui a été poignardé en défendant une autre personne. Ça, c'est vraiment, c'est le métro, c'est ordinaire, mais par contre, c'est un héros. Donc, le côté ordinaire, ça oblige aussi à vivre nos valeurs au quotidien. C'est-à-dire que l'héroïsme n'est pas forcément en temps de guerre, la lâcheté n'est pas forcément en temps de guerre, la trahison n'est pas forcément en temps de guerre ou en temps de crise exceptionnelle. Ça peut être tous les jours dans un bureau, dans un open space. On peut faire preuve de lâcheté, de sournoiserie ou au contraire de grandeur d'âme. Est-ce que vous vous considérez comme un chanteur ordinaire ? Est-ce qu'on peut être chanteur avec le succès qui est le vôtre et mener une vie ordinaire ? Non, je me suis souvent menti à ce sujet-là. D'ailleurs, je le dis plus dans les interviews. À chaque fois, je précise que je suis un grand bourgeois, que j'ai pas la même vie que tout le monde. Et c'est vrai, d'une part, évidemment, matériellement. J'ai une vie très, très privilégiée et très protégée. Et ça, je m'en rends compte, il faut le savoir quand même. Il faut le savoir quand on le vit par rapport aux difficultés quotidiennes que traverse la grande majorité de nos contemporains quand même. Donc j'en suis bien conscient et surtout pas blasé du tout. Donc j'essaye de faire attention avec ça aussi dans ma vie de tous les jours, comment je gère ça, mon rapport citoyen, entre guillemets. Et puis même, j'ai compris depuis longtemps... j'ai pas une vie ordinaire aussi, c'est une vie curieusement très protégée, mais aussi une vie très, très brutale. Je suis un homme très attaqué, j'ai eu plusieurs fois des menaces de mort. Enfin, c'est une vie particulière, encore une fois. Hein, je me considère comme un privilégié, donc je vais pas pleurer. Je vais pas pleurer en disant mais je suis essentiel et tout ça. Non, moi j'ai bien compris que que les cimetières sont remplis de gens indispensables. Est-ce que vous parliez tout à l'heure de votre enfance en banlieue ? Vous avez une tendresse particulière pour la banlieue parisienne, puisque c'est le théâtre de votre enfance. Est-ce que vous avez eu une enfance ordinaire ? J'ai eu une enfance ordinaire, mais très, très caractéristique d'une classe sociale. Chez Cato TV, justement, de classe moyenne, française. Mes grands-parents italiens, catholiques. J'ai été à l'église. J'ai même servi à l'église. J'ai même joué de la trompette, l'Ave Maria de Schubert à l'église. Plusieurs fois, parce que je joue de la trompette depuis que je suis petit. D'ailleurs, ce qui est encore curieux, c'est que j'ai pas été excommunié, parce que vu le nombre de fausses notes que j'ai faites dans cette enceinte sacrée, aurait mérité vraiment qu'on me rejette, mais non. Dieu est compatissant. Je crois. Ou sinon, Dieu n'est pas du tout mélomane. Je préfère la première compatissant, hypothèse. Ouais. Alors ça c'est une question dont il faudra débattre quand même. Mais... en tout cas, très indulgent. Et donc, cette enfance ordinaire où, école publique, très, très laïque, j'ai eu mon bac. Voilà, moi, je suis un peu un blanc, français, blanc, hétérosexuel, catholique, de 50 ans maintenant. J'ai un peu tout... c'est vrai, c'est un peu une... Alors, j'espère ne pas être qu'une caricature ambulante. Il se trouve que j'ai 2 enfants, un garçon et une fille. Décidément, c'est très... Heureusement que dans ma vie de chanteur, j'ai une vie un peu plus déglinguée et un peu plus particulière que ça.
C'est vrai qu'à vous écouter, on a l'impression que plus consensuel, c'est pas possible. Bah oui, c'est vrai que sur le papier, je le suis assez, mais encore une fois, il m'arrive de déborder. Je suis pas du tout. J'ai jamais eu ce délire de vouloir, être irréprochable. D'une part, parce qu'évidemment, je ne peux pas l'être, mais en plus, je crois que c'est important justement. On revient à une question que vous posiez tout à l'heure de se connaître, d'essayer de devenir quelqu'un de mieux, mais aussi en connaissant ses erreurs, ses fautes, ses parts d'ombre. J'aime pas cette espèce de sentiment commun qui est beaucoup mis en avant en ce moment, où on accuse beaucoup partout sans se regarder soi-même, et sans forcément faire un mea culpa, qui est un autre domaine qui moi, me plaît moins. Je préfère se regarder sans complaisance plutôt que de faire un mea culpa. Je préfère essayer de corriger des choses et être un peu meilleur chaque jour, quoi. Ce que je ne parviens pas à faire, hein. Mais au moins j'ai ça comme ambition. L'intention est là. Il n'y a pas de dolorisme chez vous? Non, c'est vrai que je suis pas attiré par le côté larmoyant. En plus, quand on fait des chansons, c'est un écueil assez dangereux, le pathos. Tout s'y prête quand on fait une chanson. C'est beaucoup plus facile de faire une chanson triste qu'une chanson rigolote, parce que tous les outils sont là. Vous faites une chanson sur une rupture, ou sur un événement triste, vous mettez des violons, une mélodie en mineur, il va se passer quelque chose de très attendu, mais qui va fonctionner. Alors qu'une chanson rigolote, pour qu'un truc déclenche le rire, il n'y a pas tellement il n'y a pas de musique rigolote, par exemple. Il y a des musiques tristes, il n'y a pas de musique marrante. Ça n'existe pas. Donc là, il faut vraiment que ce qu'on raconte déclenche le rire. Il faut vraiment qu'il y ait de l'esprit dedans. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup de gens aussi qui se complaisent dans un pathos aussi parce que c'est plus facile à faire. Il est plus facile de faire pleurer que de faire rire. Pourtant, c'est ce que vous avez fait quasiment, rire, hein, toute votre carrière. Oui, c'est sûr. C'est plus facile de faire une chanson triste qu'une chanson drôle. Parce qu'une chanson drôle, on ne peut pas se dire je vais faire une chanson drôle. Il faut que la chanson soit drôle. Et c'est rétroactivement, on se dit ah tiens, ma chanson est drôle. Et d'ailleurs, il y a plein de chansons que je ne sors pas, que je voulais un peu marrante, mais qui déclenchent pas de rire, donc je les fous à la poubelle immédiatement. Alors encore une fois, c'est curieux de voir qu'il y a des mélodies tristes, il n'y a pas de mélodie marrante. La chanson drôle doit venir uniquement de ce qu'on raconte, et c'est aussi une démarche. Il y a une question d'avoir ces compétences-là, de pouvoir faire rire, mais il y a aussi une démarche d'avoir envie de faire rire, pas uniquement de se mettre en scène pour exprimer un peu cette douleur d'artiste qui est malheureux, et puis se donner une espèce d'attitude, quoi, qui m'a toujours ennuyé personnellement. Quand vous écrivez, vous vous dites il faut que je fasse rire, ou c'est votre patte, c'est-à-dire que c'est naturel. Pour vous, il faut toujours cette distance que donne l'humour? Je pense un peu moins maintenant, notamment sur le dernier album, où je me suis autorisé, parce que j'étais très bousculé par Bertrand notamment, pour aller plus dans le premier degré, parce que c'était aussi une façon de me cacher avant, d'avoir une petite pirouette, de jamais dire je t'aime dans une chanson, toujours trouver un petit truc qui est un peu une blague, une petite distance, qui est, encore une fois, qui est un procédé assez utile, je pense, parce que ça permet de faire passer des choses sans que ce soit trop lourdingue. Mais c'est bien aussi parfois je suis content de l'avoir fait sur cet album-là, Au nom du temps perdu, par exemple, une chanson qui n'a d'autre but que d'exprimer ce moment lourd et triste, et puis de pas avoir peur de la lourdeur. Ouais. La lourdeur peut être fine, vous le prouvez dans cet album. On va passer au troisième mot, Benabar, qui est hommage. Ah oui. Hommage, il y en a des hommages à faire à plein de gens. Des hommages, oui. J'en ai fait beaucoup. Je suis conscient qu'il n'y a pas de génération spontanée en musique. C'est quand même un tout petit domaine, la chanson française, la variété française. Déjà, ça a 100 ans, quoi, hein, tel qu'on la vit en ce moment, même pas. Donc c'est sûr qu'on est tous le fruit de nos grands aînés. Alors certains sont plus au prix plus de la musique anglo-saxonne. Moi, c'est très franco-français, pas par choix cocardier du tout. D'ailleurs, c'est parce que j'adore les textes, en fait. Et puis, si je parlais russe couramment, je pense que j'aimerais bien la chanson russe, mais je trouve que je parle vraiment que français couramment. Et donc des hommages, il y en a à faire, et des hommages sincères, j'allais dire, pour reprendre ce mot-là, en reconnaissant ce qu'on doit. Je sais ce que je dois à Michel Delpech, mais à Serge Lama,
Et ce qu'on ne doit pas, c'est-à-dire que moi qui ne suis pas du tout fan de Serge Gainsbourg, par exemple, je considère que je lui dois rien, tout en respectant son travail. Moi, je ne suis pas non plus un critique virulent, mais voilà, c'est quelqu'un pour moi qui ne compte pas dans mon travail. Et qui a une place énorme dans la chanson française, indiscutablement. Et bon, par rapport à Nougaro, je sais ce que je lui dois, Catherine Ringer, les Rita Mitsuko, enfin bref. Donc c'est pour ça des hommages, moi je pourrais en faire, et pas forcément solennel, pas forcément larmoyant, mais d'ailleurs ça m'arrive d'en faire souvent quand je vais raconter une anecdote à ce sujet-là. Quand j'avais fait un premier court-métrage, j'avais eu un prix au festival, c'était le prix Georges Beauregard, donc on était au Fouquet's, et j'avais 22 ans. Et il y avait Claude Sautet qui était là, et qui était déjà mon idole, et j'ai pas osé aller lui parler et lui dire. Et je m'en veux toujours. Donc maintenant, quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, la mauvaise nouvelle, c'est quand j'ai un compliment ou un reproche à faire à quelqu'un. Dans les deux cas, je lui dis, je ne me fais pas que des amis. Et vous avez bien raison, la sincérité est encore là, présente pour vous, c'est une valeur. Michel Delpech, vous en parlez souvent dans vos interviews. Qu'est-ce qui vous a touché, cet immense chanteur ? Oui, immense chanteur, le qualificatif est bien choisi. Déjà, Michel, ça a été très rassurant dans ma carrière, parce que moi, c'est un peu ce que je voulais faire, mais de façon un peu confuse. Moi, je venais des bistrots, de la chanson plutôt un peu alternatif, les Négresses vertes. Enfin, aussi, je connaissais mes classiques, bien sûr, Brel, Brassens, mais bon, je venais un peu de ce côté-là, et j'ai toujours été attiré par cette chanson variété, chanson française, grande variété française, comme on dit, avec un côté résolument, farouchement populaire. Et en même temps sans jamais abdiquer sur la qualité des textes ou l'ambition artistique. Et Michel, avec beaucoup d'autres, mais pas tant que ça, incarnait ça farouchement. Donc ça a été un aîné, un modèle, en plus d'un ami, mais surtout qui m'a un peu rassuré là-dessus. C'est-à-dire qu'il m'a permis aussi d'accoucher ce truc-là et de me retirer les derniers complexes que j'avais. Pendant longtemps, je n'osais pas dire que j'aimais bien Sardou, quoi. Mais parce que... Alors, si j'osais le dire, en fait, parce que j'ai toujours dit ce que je pensais, mais les reprises que je voulais faire de Sardou, les copains ne voulaient pas les faire, quoi. Ou les gens avec qui je travaillais, surtout, il ne faut pas faire ça. Et je les avais écoutés à l'époque, je regrette beaucoup. Vous l'avez rencontré comment ? Michel ? Oui. Michel, j'ai rencontré... Delpech, pas Sardou. Ah oui, parce qu'il y en a des Michel, on n'a pas fini. Michel Delpech, je l'ai rencontré un déjeuner organisé par un journaliste du Parisien. Et parce que j'avais dit beaucoup de bien de Michel. Et c'était une période où en fait, personne disait beaucoup de bien de Michel, et notamment pas la jeune génération que j'incarnais. Et on s'est rencontrés, et puis en plus, on est devenus amis. Après, c'est toujours l'alchimie amicale. Et on n'a jamais eu ce rapport de filial avec Michel, parce que je suis devenu ami avec sa famille. Nos deux familles sont très proches, sa femme, la mienne. Enfin bon, on est très, très intimes. Et il y avait plutôt un côté grand frère, mais aussi collègue, c'est-à-dire qu'on parlait de chansons, et je crois que ça le revigorait aussi, Michel, de parler boutique avec un gars de 20 ans de moins que lui, qui était dans une autre période. Il m'a appris, dites-vous, que dans une carrière d'artiste, l'intégrité importe plus que de remplir les salles. J'ai bien fait de dire ça, j'avais oublié, mais je le ressortirai. Ça vous colle, en tout cas, si vous ne l'avez pas dit, vous auriez pu le dire. Ah oui, parce que c'est vrai que je le crois vraiment. C'est-à-dire que, évidemment, ça compte, le retour du public, et puis toute la démarche commerciale. C'est-à-dire que moi j'adore la SACEM, je crache pas dans la soupe du tout, mais ça doit être une conséquence, pas une cause. Je crois qu'il faut aussi suivre son chemin, avec encore une fois ses erreurs, ces choses qui sont pas forcément très bien comprises, mais les accepter comme telles. Respecter le public, c'est aussi respecter sa distance. Et les grandes carrières, y a Michel, il y a Renaud, mais je sais pas, Souchon, je pourrais en dire vraiment plein. Il y a aussi des moments dans leur carrière où ils ont été moins compris, moins... on a le sentiment moins aimé, mais c'est pas vrai, c'est pas moins aimé, c'est des moments où on se voit moins, comme avec les copains, pendant certaines périodes, on se voit moins, et puis... on part tout le temps en vacances, et puis à un moment, en été, non, il y en a un qui part ailleurs, etc. Et ça, c'est des trucs qu'il faut pas s'en inquiéter. Par contre, notre rôle et notre travail, à nous, c'est de s'inquiéter avec acharnement sur la, j'allais dire la qualité, enfin
sur nos chansons, qu'elles soient le mieux possible à chaque fois et le plus inspirées à chaque fois. C'est une forme d'inquiétude, justement, que c'est les chansons que vous livrez au public et qui soient inspirées, soient le meilleur de ce que vous pouvez leur donner. Oui, c'est plus qu'une inquiétude, parce que c'est quelque chose que je surveille de très près, parce que je sais que c'est très possible, surtout quand on a une longue carrière, ce qui commence à être mon cas. On a un peu des... pas des facilités, mais des habitudes. Alors, dans le meilleur des cas, on appelle ça du style, mais souvent, c'est un peu une facilité, quoi, parce qu'on sait faire une chanson. Moi, je peux en faire plein, des chansons dites à la Benabar, quoi. Et c'est comme il y a un crétin de journaliste qui avait dit « Yves Benabar fait du Benabar ». J'aurais bien voulu faire... Lui, manifestement, il voulait que je fasse autre chose. mais par contre, il y avait quand même quelque chose que le journaliste en question ne soupçonnait pas, mais qui est un problème que je me pose moi aussi, c'est de un peu s'auto-caricaturer. Mais c'est un problème qui me fout pas trop la trouille, parce que j'ai tellement de garde-fous, il y a tellement de gens autour de moi qui laisse pas passer la chanson à partir du moment où je la chante chez moi, où elle passe en studio, jusqu'au moment où elle est mixée. Vraiment, il y a plein de gens dont le métier, en partie, consiste à me dire si c'est pas assez bien, s'il faut... Donc je peux pas trop... je fais pas partie de ceux qui sont mis sur un piédestal. Ce qui me manque d'ailleurs assez souvent. On va passer justement de piédestal, on va passer au quatrième mot qui est médaille. Oui. Moi, j'ai pas une passion pour les médailles, à part celle-là. Justement, parlez-nous de vos médailles, et notamment de celles que vous allez montrer. C'est une dame que je ne connais pas. C'est Marie, donc, que vous devez connaître, je pense, sur cette... Je pense que si, je suis sûr que vous en avez entendu parler. Je crois. La Vierge Marie, oui, on connaît un peu. La Vierge Marie, oui. Alors après, moi, personnellement, je ne l'ai jamais vue, je vous rassure, je suis comme vous. Moi non plus. C'est la médaille de ma grand-mère. Et à côté, il y a la corne italienne. Donc c'est à la fois catholique et païen, comme ça je suis couvert. Et il y a mon alliance. Que j'ai là parce que j'aime pas les médailles, les bagues. Et puis ça, c'est un gris-gris. Moi, j'aime bien les gris-gris. Et puis, il se trouve que oui, j'ai toujours la Vierge autour du cou, par culture, cette culture italienne dont je viens, et puis par choix personnel aussi, quand même. Parlez-nous de votre grand-mère italienne qui vous emmenait à l'église quand vous étiez petit. Oui, ça se faisait comme ça, en fait. Et puis aussi du côté de mon père, lui qui était plus parisien, petite bourgeoisie de banlieue, d'ailleurs pas parisienne, pas loin d'ici d'ailleurs, en banlieue. Et lui, petite bourgeoisie, donc scout. Moi, j'ai été scout aussi. Scout de France, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Et donc il y avait un peu, l'église le dimanche, après avec le repas, tous en famille. Moi, c'est toute une imagerie, toute une série de clichés que je continue à bien aimer. La messe de minuit, tout ça. Évidemment, nos communions, la première, la deuxième, la fête autour de ça, les photos avec l'aube et tout. Tous ces clichés-là, moi, c'est mon enfance. Je viens de là. Oui. Et vous avez été enfant de chœur ? J'ai été enfant de chœur, oui. Pas beaucoup, mais j'ai servi la messe. Et puis, après, après, on m'a proposé de jouer de la trompette, ce sinistre épisode dans l'histoire de la religion catholique, quand j'ai joué de la trompette à l'église. Pourquoi sinistre ? Je crois que beaucoup de personnes ont déjà écorché les oreilles de Dieu sans qu'ils s'en plaignent. Ça fait partie des moments noirs de l'histoire, en fait. Non, mais au contraire, c'était très mignon. Et je me souviens, d'ailleurs, je m'en suis rendu compte bien plus tard que c'est la première fois que je jouais devant des gens. Et c'est vrai que c'est très solennel quand on est gamin, tout petit, avec sa voix. En plus, c'était un cornet à piston, très visible. Elle avait Maria de Schubert. Et même si c'était pas irréprochable musicalement, ça a du sens quand même, un gamin qui joue ça, dans une église, ça... Ah oui, ça impose. Vous aviez quel âge ? J'avais 8-9 ans, je pense, un truc comme ça. Ouais. Après, j'étais au scout, puis après j'ai fait de la fanfare, et puis voilà, mais ouais, et puis j'ai catéchisme et tout ça, mais le curé de mon village
était probablement un bon prêtre, mais n'était pas très bon pédagogue. Donc ça m'est passé vraiment au-dessus de la tête le catéchisme. Oui, ça peut arriver. Vous avez fait du scoutisme. Qu'est-ce que vous avez aimé dans le scoutisme ? Le côté copain, hein, le scoutisme, c'est vraiment un truc que j'ai retrouvé après en tournée. Que des copains, mais moi j'ai jamais été grand sportif dans les équipes et tout ça, dans les sportifs collectifs. Mais c'est un peu ce truc-là. Alors il y a un côté un peu viril. Moi scout, parce qu'il y avait encore les garçons d'un côté et puis les filles d'un autre. Donc il y avait ce côté-là. C'est encore le cas dans certains mouvements. C'est encore le cas, je crois. Oui. Et donc ce côté copain, entraide, parce que le scoutisme quand même est vraiment basé là-dessus, communauté, puis s'intéresser à ce qui se passe aux voisins, essayer d'être là les uns pour les autres, qui est quand même indépendamment de tout ce qui est de tout ce qui est religion, église, tout ça. Essayer d'aimer son prochain et de le comprendre, c'est pas complètement con comme précepte. Non, ça peut être un joli précepte de vie, je vous confirme. Vous avez campé sous les étoiles ? Ah oui, à fond, bien sûr. Ah oui, de la totale. On a fait oui, on est parti plusieurs jours en forêt, faire du feu, sans rien, enfin tout ça, ouais, avec l'uniforme. Ouais. Et de toutes ces, alors vous parlez de clichés, de tout ça. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Est-ce que vous collectionnez les gris-gris à côté de la médaille, mais fondamentalement, vous êtes qui, Benabar, dans ce niveau-là ? Au niveau religion, vous vous placez où ? Au niveau religion, je suis très... je suis assez tranquille avec ça, à vrai dire. C'est pas un sujet qui m'obsède. Ça n'a jamais été quelque chose que j'ai rejeté non plus complètement. C'est pas quelque chose que je refuse de voir. Je sais qu'il y a des choses qui se déplacent en moi, plus ou moins, depuis des années. Ça me travaille pas. J'ai beaucoup d'émotions. Je suis très respectueux des gens qui ont la foi, quelle que soit leur religion. Je trouve que ce sont des personnes qui ont quelque chose de particulier, quelle que soit leur religion. Et ça m'émeut beaucoup. Voilà, je suis vraiment dans cette tradition de culture catholique farouchement laïque, voire laïcard par moment. Parce qu'il y avait ma grand-mère italienne qui nous emmenait à l'église, mais il y avait aussi mon grand-père italien qui était venu d'Italie, communiste, tailleur de pierre tombale. Donc on avait quand même. Et ils étaient mariés ensemble. Ils étaient mariés ensemble. Ça devait être extraordinaire, les repas de famille. Ben oui, mais ça allait en fait parce que ils faisaient pas partie des bouffeurs de curés qu'il y avait un peu à l'époque. Et puis chez les communistes, bon, moi, évidemment, j'ai une tendresse pour les communistes parce que ça aussi, c'est-à-dire que c'est l'histoire de ma famille. Non, mais il y avait pas non, il y avait pas le côté à bas la calotte, tout ça. Non, il y avait pas ça. Mais déjà à l'époque, c'était à vrai dire déjà tout le monde avait une forme de recul. C'est-à-dire que la question, est-ce qu'on croit en Dieu ou pas, on allait à l'église, c'était comme ça, puis on mangeait après, puis donc il y avait de ça, hein, c'était pas du tout, mais c'était pas vraiment un problème, quoi. Merci Benabar. On arrive à la fin de cette deuxième partie. Ne bougez pas, je vous rejoins. Yes. Tout va bien ? Ouais. Bon, ça s'est bien passé cette... oui, c'est propice aux confidences. Vous avez remarqué cet air un petit peu de confessionnal, ces lumières tamisées et tout, ça fonctionne bien. Et puis vous... Je vous ai pas confié mes plus gros péchés, mais je peux maintenant si vous voulez. Je vous en prie, vous savez, on a l'esprit très ouvert ici chez KTO. On parlait tout à l'heure alors vous avez dit un truc très joli. Vous avez dit, ma femme me dit que je suis hyper chiant, mais moi, à vous écouter, je me disais que vous étiez aussi hyper fidèle. C'était sans doute Sauf en tournée. Où je la trompe beaucoup en tournée, mais c'est le but du jeu des tournées. Pas forcément de votre femme. Oui. Mais en plus, je disais ça. Bonjour Madame Nicolini. Elle me fait pas que des reproches. Mais ça, on imagine, parce que ça fait un certain temps que vous êtes ensemble. Les cyclotimiques, c'est chiant à vivre. Oui. Mais après, s'ils sont très attachants par ailleurs. Oui, par contre, je suis gentil. Oui, je suis gentil. Vous êtes cyclotimique et gentil. Oui, c'est ça. Mais des fois, c'est sûr que quand je fais le bras du noir, c'est fatigant pour... Mais est-ce qu'un artiste, par essence, n'est pas forcément hyper sensible, comme vous disiez tout à l'heure ? Parce que vous captez si bien l'air du temps que forcément, vous avez des antennes. Je me suis rendu compte d'une chose en naviguant avec pas mal de camarades, c'est qu'au bout d'un
d'un moment, ou bien on s'endurcit quand on est entre guillemets un artiste, un chanteur avec la célébrité, tout ça, ou bien on s'endurcit, ce qui fait que certains sont hyper protégés, ont un peu la grosse tête, sont un peu toujours en distance, ou bien on se laisse un peu aller, et c'est le chemin que j'ai choisi. Donc là, il n'y a pas de langue de bois, mais là, par contre, on est très vulnérable à plein de choses, très exposé, et y compris à des choses, compliquées à gérer. Et il y a un peu de chemin, et certains, d'ailleurs, je dis ça aussi pour les réhabiliter. Certains, on a l'impression qu'ils sont vraiment hautains, distants, mais c'est parce qu'ils ont choisi un autre truc, quoi. Ouais. Peut-être par peur de trop morfler s'ils faisaient partie de la catégorie de ceux dont je fais partie, après qui sont dans l'alcool, malheureusement parfois dans la drogue, enfin, qui vont dans ce sens-là aussi parce qu'ils ont choisi ce chemin-là où ils se protègent pas. Et là, c'est un beau chemin, mais bon, c'est face nord, quoi. Escarpé. On a l'impression que ce qui vous sauve, vous, aussi bien dans le côté professionnel que personnel, c'est justement ceux qui vous entourent. Alors, vous avez parlé de votre femme, vous avez vos 2 enfants. Quand on est père, quand on devient père, forcément, on se décentre, et puis on est obligé ça nous consolide quand même quand on devient parent, non ? Oui, ça nous consolide. Et puis moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, peut-être une chance avec le recul, c'est que j'ai commencé tardivement la musique, et avant j'écrivais pour H, pour la télé, etc. Ouais. J'ai fait beaucoup de trucs. Et j'ai commencé à exister musicalement, être connu, passer à la télé à 30 ans. Donc j'avais déjà eu des problèmes de loyer, des problèmes d'EDF. J'étais déjà avec ma femme d'ailleurs, en l'occurrence. J'avais déjà vécu dans un studio. Enfin bon, c'est ce qui peut être très déstabilisant dans mon métier ou pour les acteurs. Enfin, ces métiers-là très exposés, c'est quand on change de vie à 20 ans, qu'on n'a pas on connaît pas la vraie vie, entre guillemets. Et eux peuvent mettre du temps pour s'en remettre, surtout si après ils ont des moments de creux d'ailleurs. Mais c'est vrai que la famille, ça oblige, c'est un socle. Moi j'ai beaucoup de repères comme ça, familial, amicaux. On sent ça, on sent que vous avez des racines, que vous savez d'où vous venez. Alors la banlieue parisienne, vous y êtes attaché, votre famille, vous en parlez sans problème, votre vie qui est à la fois, vous le dites, vous êtes hypersensible, cyclotimique, mais en même temps il y a un socle quand même, il y a une cellule... Moi, j'ai beaucoup de repères. Moi, il faut toujours un adulte avec moi, vous savez. Jamais laisser le petit Bénabart tout seul. Exactement. D'ailleurs, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Je ne suis jamais seule. Vous n'êtes jamais seule ? Non. C'est vrai ? Vous n'y arrivez pas ? Je ne sais pas, j'ai jamais essayé. Ça se trouve, j'aimerais bien, mais je ne crois pas. Non, je suis jamais seul. Où est-ce que j'ai lu quelque part que vous aimeriez aller sur les chemins de Compostelle, marcher tout seul ? Oui, ça fait partie des... Alors, je ne sais pas si je ferai tout, mais j'ai vu que c'est possible de faire des... Tout à fait, c'est possible, personne ne vous arrêtera. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est très attirant dans ce côté, la marche. Alors je fais beaucoup de sport justement, mais y compris quand on va courir en forêt, enfin ce côté, la nature. Saint-Jacques-de-Compostelle, ça fait partie des comme les marins quand ils parlent de faire la traversée, ou les cyclistes, le Mont Ventoux. Enfin, je me dis, alors je sais pas si je le ferai, mais que ça doit être un choc, quelque chose d'intéressant. Ça fait partie des fantasmes un peu. Oui, mais ça a beaucoup de succès. Et peu importe qu'on ait la foi ou pas, en fait, c'est un chemin qui permet la réflexion, de se vider la tête. Et puis c'est tellement beau, puis l'histoire de ce parcours, enfin, c'est tellement lourd d'histoire aussi, de l'histoire pure. Il y a tellement de gens qui ont foulé au pied ce chemin depuis des siècles. Donc c'est comme les églises, encore une fois, indépendamment de tout. D'ailleurs, les lieux de culte en général, ça dégage vraiment quelque chose pour ces raisons-là. Vous êtes sensible à l'atmosphère des églises, par exemple, le calme. Oui, et puis je la ressens surtout. Ouais. Ça vous arrive de rentrer dans une église et de vous asseoir de temps en temps ? Oui, jusqu'au moment où je commence à sortir la trompette. Et là, Dieu se manifeste et vous dit Benabar. Là, souvent, il y a un tremblement de terre, ou un truc comme ça. Ah, c'est vous ? Oui, c'est vrai. Le tremblement de terre, c'est vous, ok. Donc, les curés sont prévenus si jamais il y a Benabar qui rentre dans leur église et qui se met à jouer de la trompette, il faut le foutre dehors. D'accord, très bien. L'humilité chez vous, c'est une qualité qu'on sent qui pointe très. Alors, c'est étonnant parce qu'on se dit que, en fait, vous pourriez avoir la grosse tête et vous pourriez ne plus avoir rien à prouver, vous pourriez profiter de votre succès. Ça fait quand même longtemps que vous travaillez. Oui, mais j'ai pas eu trop ce problème-là. Je suis orgueilleux, mais je crois qu'on l'a ou on l'a pas en fait. C'est pour ça qu'il y a des boulangers qui ont le melon, des chanteurs qui l'ont pas. Ce qui m'a toujours rassuré, c'est en rencontrant des grands modèles, des chanteurs qui ont vraiment fait leurs preuves. Souvent, ce sont les plus humbles, et souvent les plus prétentieux sont des gens qui sont un peu en fragilité. Souvent prétentieux dans ce métier-là, ce sont souvent des petits cons, des petites connes d'ailleurs, parce que il y a la parité qui est tout
tout à fait respecté, heureusement. Mais moi, j'ai pas eu ça en fait, donc j'ai pas eu besoin de lutter. Puis encore une fois, moi, d'avoir les copains d'avant. Et ma femme avant, enfin, c'est-à-dire que moi je peux pas trop me la péter en fait, c'est genre mais qu'est-ce qu'il prend ? Vous ont connu, bah oui, donc j'ai pas trop la situation où je dis une blague pourrie et toute la table rigole quoi. Moi c'est jamais arrivé, c'est toute la table dit mais elle est pourrie ta blague. Donc en fait, pareil, la prétention, j'ai jamais pu trop essayer en fait. Ça me tenterait bien mais j'y arriverais pas. Ouais, Personne ne me croirait. Votre vie d'avant quand vous étiez scénariste, parce que vous avez commencé comme ça, vous avez rappelé que vous aviez écrit un court-métrage, que vous étiez tout jeune, 22 ans, c'est ça, vous avez eu un prix, vous avez écrit pour des séries de télé, notamment pour Canal, H et tout. Ça vous manque pas, cette atmosphère-là, du cinéma? Vous êtes jamais dit, tiens, je réécrirais bien un scénario? Si, l'écriture de scénario, j'en ai écrit pour le théâtre, pour un film aussi qu'on a fait, réalisé par Hector Cabello-Reyes, qui s'appelle Beaux-parents, avec Josiane Balasco, Didier Bourdon, qui est sorti il y a 1 an, que j'avais coécrit. Ça m'a beaucoup plu, cette parenthèse, mais pour écrire aussi, s'enfermer dans une pièce et se dire, c'est un peu ce que je fais d'ailleurs avec les chansons, mais oui, bien sûr. c'est très ludique d'écrire un scénario. J'imagine volontiers. Et le cinéma, vous en avez fait, vous avez fait quelques jolis rôles. Et vous étiez pas mal, parce qu'en général, un chanteur qui joue, c'est pas nécessairement toujours extraordinaire, mais là, c'était plutôt sympa. Vous êtes pas dit... J'ai des très bons souvenirs, ça m'a beaucoup intéressé. Je suis pas avide de tourner, j'ai pas du tout cette problématique-là du tout. Donc je suis pas plus de menteur, je refuse. On me propose pas des milliards de trucs, mais je refuse des trucs quand j'ai le sentiment que je vais pas être bon. Enfin, je veux pas tourner ou pour monter, pour construire une carrière d'acteur. Mais des fois, j'ai le sentiment que je peux servir une histoire et ce petit côté un peu prétentieux où j'ai le sentiment que je serais meilleur qu'un autre pour le faire, quoi. Et dans ce cas-là, faut le faire. Mais il faut toujours un petit côté prétentieux parce que sinon on fait pas en fait, non ? Mais je crois qu'il faut un petit peu un moment en tout cas d'assurance. Il faut pas l'avoir tout le temps, mais il faut un moment d'assurance. Et notamment quand on choisit un rôle ou quand on chante une chanson, faut être sûr que quand je sors un album, j'ai ce moment un peu d'assurance sur un peu trop, qui dure pas longtemps d'ailleurs, mais où je suis convaincu que l'album est très très bien, sinon je n'oserais pas le sortir et le faire écouter aux gens, tout simplement. Je n'aurais jamais cet irrespect-là. Ouais. Après, il doit y avoir un immense moment de solitude quand on dépose son bébé. Faut commencer à me connaître. Après, au moment où sort l'album, là c'est fini, parce que maintenant il est sorti, mais la semaine d'avant, et ça c'est vraiment très tempétueux chez moi, c'est j'écoute l'album en buvant 2 bouteilles de Bordeaux, je le trouve génial. Je me dis, c'est génial. Après ou avant les 2 bouteilles de Bordeaux ? Alors ça dépend, ça monte. C'est un peu, c'est d'ailleurs pas forcément lié au gramme d'alcool dans le sang, mais je me dis vraiment, c'est Brel qui a bien se tenir. Et le lendemain, je réécoute, je dis non mais c'est pas possible, il faut que j'appelle la prod, on peut pas sortir cet album-là, c'est pas possible. Donc c'est complètement Vous devez être sympa à suivre comme artiste. Je pense aux attachés de presse. C'est là où ma femme dit que je suis chiant, c'est à ce moment-là. C'est cette période-là, ouais. Elle a raison en plus. On peut la comprendre. En tout cas, moi je peux vous le dire parce que je l'ai écouté et sans alcool aucun. Un aussi l'heureux, c'est un très très joli album. C'est le 9e de Benabar. Il est sorti le 29 janvier dernier. Je conseille parce que si vous avez souhaité le petit sourire dans le métro le matin en écoutant vos chansons, c'est plutôt sympa. Merci de nous permettre de sourire dans cette période un peu particulière. Qui est la nôtre aujourd'hui. Merci. Donc je rappelle Un dossier heureux. Très joli titre aussi, mais on sait que votre titre, vous les soignez comme l'ensemble de vos chansons. Merci Benabar d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir accueilli. Et merci également à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission comme chaque semaine sur kto-tv.com. À la semaine prochaine. Au niveau religion, je suis assez tranquille avec ça, à vrai dire. C'est pas un sujet qui m'obsède. Ça n'a jamais été quelque chose que j'ai rejeté non plus complètement. C'est pas quelque chose que je refuse de voir. Je sais qu'il y a des choses qui se déplacent en moi, plus ou moins, depuis des années. Ça me travaille pas. J'ai beaucoup d'émotions. Je suis très respectueux des gens qui ont la foi, quelle que soit leur religion. Je trouve que ce sont des personnes qui ont quelque chose de particulier, quelle que soit leur religion. Et ça m'émeut beaucoup.